Ma carrière, c'est plus de 40 ans et j'aurais fait 7 plus 5, j'aurais fait 12 ans de président. Et c'est un métier président. Hein. Keolis. Keolis plus SNCF, parce qu'on est tout seul. Hein, tout le monde vous regarde. Quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait, chef? Voilà, et des crises, j'en ai connu quelques-unes. Et ce sang-froid-là, cette connaissance de soi, je pense que le sport, et notamment le rugby, ça va beaucoup aider. Bonjour à tous, il n'y a pas que les champions qui ont des choses passionnantes à raconter sur le sport. Aujourd'hui, Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous dans One Two Trio. On va parler bien sûr de sport parce qu'il est au cœur du parcours personnel de Jean-Pierre Farandou et également des Jeux Olympiques parce qu'il est important pour la SNCF. C'est un grand rendez-vous pour la compagnie ferroviaire française. One Two Trio, on s'installe dans le studio qu'on a monté ici au siège de la SNCF. Et puis bien sûr, pendant ce temps, vous n'hésitez pas à liker sur les réseaux et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous. One, two, trio. On se retrouve donc dans le studio avec Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF. Juste quand même pour qu'on plante le décor, quand on est PDG de la SNCF, on est PDG de plus de 200 000 salariés en gros. Ah oui, le groupe SNCF, c'est un immense groupe. Il y a ce qu'on connaît, le ferroviaire français, qui fait 150 000 cheminots et cheminots. Et puis il y a aussi deux grosses filiales, Géodis et Keolis. Au grand total, 270 000 salariés en France et dans le monde. Ça ne donne pas le vertige là quand on accepte ce poste? C'était il y a 5 ans? Ouais, non, ça va parce que j'en suis issu de la SNCF. Je suis rentré en début 1981, donc c'est un long parcours, donc j'en connais toutes les arcanes, voilà, tous les recoins, donc non, ça va, pas impressionné. Je connais l'engin, je connais la bête, ça va, tout va bien. Il y a combien d'entreprises comparables? Parce que 270 000 salariés, c'est pareil dingue, 40 milliards de chiffre d'affaires. Oui, c'est 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et à l'international. Il n'y a pas beaucoup de groupes aussi importants en France, peut-être le groupe La Poste, hein, qui a aussi beaucoup de personnel. Mais voilà, on est certainement un des plus grands groupes français, à la fois en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en nombre de salariés. Avec la responsabilité qui va avec, c'est des hommes et des femmes, hein, donc voilà, le sort des salariés, la motivation des salariés, c'est bien sûr un élément très important dans une entreprise comme la SNCF. Voilà, et le sport a sa place bien sûr dans, on va dire, la vie de ce groupe. On va y revenir tout au long de notre entretien. On va aussi parler des Jeux Olympiques, qui est un gros événement pour la France et aussi la place de la France dans le monde, et donc pour la SNCF. Là aussi, il y a pression quand même. Ah ben, les Jeux Olympiques, c'est l'objectif numéro 1 de l'année. Hein. Bien évidemment, la SNCF doit être au rendez-vous. Tout le monde entier va regarder ce qui se passe en France. On va y avoir plusieurs milliards de gens qui vont regarder leur télévision pour suivre ces Jeux Olympiques dans notre pays. On attend 15 millions de visiteurs et la SNCF est indispensable à la réussite des Jeux parce que nous allons transporter les supporters, transporter les équipes, à la fois en province, parce qu'il n'y a pas que Paris, hein, il y a aussi Marseille, Lille et d'autres villes, mais il y a Paris et la région parisienne, et la plupart des sites en région parisienne sont desservis par la SNCF. Donc on est au cœur de la logistique, j'allais dire, de la réussite technique, opérationnelle des Jeux Olympiques. Il y a la flamme qui passe en ce moment dans le pays, et on l'a vu à Paris récemment. Est-ce que vous allez la porter? Oui, la flamme, c'est important. On a eu, et vous, personnellement? Ah non, moi, personnellement, je ne vais pas la porter parce que j'ai préféré céder la place à des cheminots, des cheminots très engagés dans la vie associative. On a fait une petite sélection et on a retenu des belles personnes. Il y a vraiment des gens bien qui donnent leur vie, leur temps pour des causes humanitaires, hein, donc à la fois valides et handisport. Et c'est la récompense qu'on a voulu donner à ces salariés. Ils sont hyper fiers de porter la flamme. J'ai eu quelques témoignages touchants d'une jeune femme, par exemple, qui fait de l'humanitaire en Afrique. Eh ben, elle a fait une vidéo d'elle portant la flamme. Elle a envoyé dans l'orphelinat dont elle s'occupe, je crois que c'est au Mali, et les petits gamins étaient tout fiers de voir cette personne qui connaissent bien vanter les mérites du sport. On a aussi une personne, un sportif handisport, qui fait du triathlon. Ben, lui, c'est la fierté pour sa famille. Ses enfants étaient émerveillés de le voir porter la flamme. Ce sont des belles histoires. C'est l'esprit olympique. L'olympisme, c'est pas qu'une performance sportive, c'est aussi des valeurs. Et je pense que la flamme, elle illustre ça. Et c'est ce qu'on a voulu faire, nous, en donnant la chance à ces gens-là, ces gens remarquables, de porter la flamme. Ça, c'est très noble, mais quand même, personnellement, on sait que tu aimes le sport. On sait que voilà, les Jeux, c'est une fois tous les 100 ans. On n'a pas envie, même si on est altruiste, de la porter. Non, non, moi, franchement, ma mission, c'est de faire en sorte que l'entreprise fonctionne bien, avec 50 000 cheminotes et cheminots plus particulièrement engagés pour produire ce qu'on attend nous. On attend nous des trains, pour que des trains soient à l'heure, en régularité, en sécurité, en confort, et puis beaucoup d'accueil dans les gares, bien évidemment. Ces millions de personnes dans nos gares, parfois étrangers, il faudra bien les accueillir. Voilà, donc ma mission principale, franchement, c'est la réussite des Jeux. Moi, je suis très fier pour la SNCF et très fier pour la France
effectivement, tu l'as dit, c'est tous les 100 ans. On a de la chance, au fond, ça tombe sur nous. C'est du boulot, mais c'est du boulot qu'on fait bien volontiers. C'est un engagement total pour la réussite des Jeux. Comment tu vas les vivre, toi, personnellement, j'imagine, actif, mais aussi quand même avec un œil de supporter? Oui, c'est ça, les deux à la fois. D'abord, une fois par jour, je vais faire le point. Comment s'est passée la veille? Est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce qu'on a appris des choses? Est-ce qu'il faut corriger des choses pour la journée? Donc, pilotage opérationnel au moins une fois par jour. Je ferai aussi des visites sur site, sur le terrain, pour encourager les cheminots qui vont bosser. Peut-être aussi regarder s'il y a des choses à améliorer. Et puis, à côté de ça, je vais assister à des épreuves, bien sûr. Je vais aussi me faire plaisir. C'est aussi le mot plaisir, il faut savoir l'utiliser quand il y a les Jeux. C'est un travail, mais c'est aussi du plaisir. Et donc, je vais voir pas mal d'épreuves, notamment les épreuves où sont engagés nos athlètes. Parce qu'on a des athlètes cheminots qui vont faire les Jeux. Ils sont, je crois, une douzaine maintenant à être qualifiés. Donc, j'irai voir plus particulièrement les épreuves où nos sportifs cheminots sont engagés pour voir comment ils réussissent. Les Jeux de Tokyo, c'est 7 médailles apportées par des cheminots et des cheminots à l'équipe de France, aux athlètes de France. Voilà, donc on est très fiers de participer à tout ça. Et je peux les soutenir un peu par ma présence, et bien pourquoi pas, pour les aider à décrocher une médaille. Donc pas forcément la finale du 100 mètres, mais aller voir Thibaut Collet, les qualifs à la perche, des choses comme ça. Exactement, la perche, l'aviron, le judo, voilà, les athlètes sont là. Ben on sera là, je serai là. Et puis il y aura handisport aussi, bien sûr, on ne l'oublie pas. Fin août et septembre, on a par exemple un athlète formidable qui s'appelle Cédric Nanquin, qui est le vice-capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. J'irai le voir jouer. J'irai aussi à Châteauroux, parce qu'il y a aussi les Jeux Olympiques à Châteauroux, et j'irai aux Paralympiques à Châteauroux. Je suis complètement bluffé par ces athlètes qui surmontent le handicap. C'est formidable, et je voudrais être là pour à la fois pour eux, mais aussi pour cette ville de Châteauroux. Parce que je trouve bien que les Jeux Olympiques, c'est pas que Paris, c'est aussi la province. Moi, j'aime beaucoup la province, et c'est une manière de rendre hommage aussi, j'allais dire, à la province profonde française. Oui, parce que ta carrière a commencé en 81 à la SNCF. Et tu as sillonné aussi pas mal le territoire. Je sais qu'à un moment, tu as été chef de gare à Rodez. À Rodez, c'est ça. En 81, j'ai démarré, j'ai appris mon métier. J'ai appris à conduire les trains, j'ai appris à tenir des pots aiguillages, à vendre des billets. J'ai appris la sécurité ferroviaire, c'est très important. Et mon premier vrai poste de management, c'est la gare de Rodez. Voilà, on est en 1983. Après une bonne année et demie de formation, j'ai 60 agents à diriger, je fais tout. Hein, il y a la circulation, la sécurité, les trains de voyageurs. Il y avait des trains de fret, hein, on amenait du bétail en Italie, des trains de pèlerinage. Hein. Chaque année, je me souviens, ces trains qui partaient à Lourdes, hein, qui se formaient en gare de Rodez. Voilà, c'était passionnant, j'avais un très très bon souvenir. Moi, je suis plutôt du côté Béarn, dans le sud-ouest. J'ai découvert l'Aveyron aussi, qui est une région formidable et des gens hyper sympathiques. Voilà, donc j'ai un très très bon souvenir de ce vrai premier poste de chef de gare de Rodez. Jean-Pierre Farandou, patron de la SNCF. Tu sais qu'on fait des petits questionnaires au long de notre entretien, des questionnaires qui sont un peu thématisés. Voilà, tiens, on va commencer par un petit questionnaire. Jeux Olympiques. Si tu devais retenir un souvenir de Jeux Olympiques. Ben, j'ai eu la chance d'assister aux Jeux Olympiques de Londres, donc en 2012. Et moi, chance dans la chance, j'étais là le soir de la finale du 100 mètres. C'est absolument magique. La finale du 100 mètres, d'abord, c'est le calme absolu dans le stade. On entend le silence, j'allais dire. Hein. Il ne se passe plus rien. 80 000 personnes qui se taisent et une intensité incroyable. Il y a le coup de feu, il y a le starter, c'est parti. Là, ça dure moins de 10 secondes, hein, par définition. On sent cette énergie incroyable. J'étais face en plus à la ligne d'arrivée, donc on ne voyait pas trop. Hein. À un moment donné, il y en a un qui lève les bras, il a gagné. On le voit en grand, c'est Usain Bolt. Et là, une bronca, des cris dans la foule, voilà, qui font contraste avec le silence. Voilà, c'est l'énergie à l'état pur, à l'état brut. C'est le sport dans ce qu'il a de plus dense et de plus intense. C'est vraiment un souvenir qui me marquera toute ma vie. Avec les flashs qui crépitent aussi. C'est ça, ouais, voilà, tous les photographes qui allument. Enfin, on a l'impression que c'est des étoiles, hein, les étoiles qui s'allument dans les yeux. C'est vraiment magique, c'est l'intensité maximale du sport. Un champion à retenir des Jeux, selon toi? Mais moi, j'aime bien, alors je crois un champion, une championne, hein, peut-être on va faire les deux. En commençant par la championne, tiens, honneur aux dames, Marie-Josée Pérec, parce qu'elle est magique à voir courir, quoi. C'était la grâce incarnée, d'abord 3 médailles olympiques, hein, ça se respecte sur 2 Olympiades, dont les médailles sont là, mais vraiment elle a une foulée incroyable, on a l'impression qu'elle vole, quoi. C'est la course à l'état pur, c'est la beauté du geste et l'efficacité parce qu'elle gagne, mais voilà, cette espèce de grâce dans la course est absolument incroyable, donc ça, là aussi c'est les images qui marquent, cette espèce de perfection du geste de l'athlète, quoi, de la foulée. Et puis côté garçon, Renaud Lavillenie. Médaille d'or aussi à Londres, parce qu'il se bat, quoi. Il n'avait pas un physique d'enfer, hein. C'est un garçon de taille moyenne qui est presque pas bien lourd, mais il a un mental incroyable. Et à Londres, il passe au dernier essai, quoi. Il est au 3e essai, hein. C'est où il perd, où il gagne. Ben, il gagne les médailles d'or, quoi. Et ça, cette prouesse du mental, cette capacité à se mobiliser, à se focaliser à l'instant T, de faire le geste juste,
Ça, c'est formidable et c'est aussi ce que je voulais souligner. Marie-Jo Pérec, tu étais où? Barcelone 92, Atlanta 96. Tu te souviens de l'endroit où tu as vu la course? Ouais, j'étais à la télé. J'étais à la télé chez moi, là, je ne m'étais pas déplacé, je n'avais pas l'occasion. Autant Londres, la Villenie, je l'ai vu aussi, hein, mais pas Marie-Jo Pérec. C'est la télé. Et là, on plonge dans la télé. Hein, tout l'art de la réalisation, c'est quand même vous faire pénétrer dans la course, pénétrer dans le stade, courir quasiment avec les athlètes. Et c'est des images très très fortes. C'est vrai que la télé, c'est des gros plans hein, qu'on n'a pas forcément au stade. Alors parfois, il y a les grands écrans qui vous permettent aussi d'avoir cet effet gros plan. Mais on est pris dans l'ambiance au stade. Là, la télé, on est plus focus au fond sur l'image. Mais voilà, et puis on vit, alors c'est pas des courses très très longues, 200 mètres, 400 mètres, c'est pas très long. Et donc on vit chaque seconde au fond. Hein, voilà, et la libération du franchissement de la ligne d'arrivée, c'est vraiment des émotions très très intenses. C'est vrai que c'était des grands moments du sport français. Une épreuve reine que toi tu suis toujours, enfin reine ou pas reine d'ailleurs, hein, parce que là tu citais d'autres sports que tu vas voir grâce aux athlètes SNCF. Est-ce qu'il y a des épreuves dont tu gardes le souvenir? Je suis toujours sur les 100 mètres, je trouve que cette intensité du 100 mètres. Alors il y a le 100 mètres en natation aussi d'ailleurs, hein, il n'y a pas qu'en athlée. Je trouve qu'il y a, voilà, c'est vraiment cette densité du sprint au fond, hein, cette pureté de la course. C'est court, c'est intense, c'est fort. C'est un shot d'adrénaline. On l'a dans l'athlétisme, on l'a dans la natation. Ça se joue à quelques centièmes. Hein. Voilà, parfois un athlète domine. Usain Bolt à l'époque il dominait, c'était plus que quelques centièmes. Il arrivait devant en dixième lui. Mais quand même cette espèce de, c'est ça, c'est l'harmonie, l'efficacité à l'état pur. Ça, le 100 mètres, je trouve, c'est quand même en athlétisme comme en natation, ce sont pour moi les deux épreuves reines des Jeux Olympiques. Une remise de médaille qui t'a ému? Écoute, c'est Colette Besson. Colette Besson à Mexico parce qu'elle ne s'attendait pas. Elle était toute simple, toute mignonne, hein. C'était la fiancée des Français, elle était en survêtement, elle est vraiment un méchant survêtement comme à l'époque, hein. C'était pas très saillant. Elle n'avait pas ses couettes parce que parfois elle courait avec ses couettes, mais cette espèce de simplicité, elle est quasiment étonnée d'avoir gagné. Donc elle est toute humble sur son podium, toute joyeuse, et là encore c'est le côté pur du sport, quoi. On sent qu'elle est très loin du sport professionnel, c'est une femme qui aime courir, quoi. Et contre toute attente, elle remonte tout le monde dans la dernière ligne droite, ça arrive parfois en 400 mètres. Elle se sent bien quand on lui dit mais comment vous avez gagné? Je me suis mis à courir, quoi, en gros, et puis je sais pas, vers la fin je me suis senti bien, j'ai accéléré, quoi. Et elle double tout le monde, elle gagne. Voilà, et cette fraîcheur, cette humilité qu'elle dégage au moment du podium, moi ça m'a touché parce que c'est aussi ça le sport, pas prendre la grosse tête au fond. Hein. Voilà, je suis champion olympique, mais je reste un homme et une femme comme les autres. Pas tout à fait quand même, parce qu'il y a du travail et du talent, mais j'ai beaucoup aimé cette fraîcheur qu'elle a su conserver sur le podium. Mexico 68, tu as quoi, 11 ans? 68, c'est ça. J'avais 11 ans, ouais, c'est ça. Voilà, et ça m'a marqué, je m'en souviens. Je me souviens de cette parce qu'on n'attendait pas. Je me souviens très bien aussi tout le monde était étonné, le commentateur était étonné, et il y avait beaucoup de joie du coup parce que c'était une médaille complètement un peu inattendue et ça a renforcé encore l'intensité de la victoire. Voilà, avec un gros décalage horaire quand même, 7 heures avec le Mexique à l'époque. Ah non, on était devant la télé quand même. On était. Ouais. Une épreuve dont personne ne se souvient à part toi. Je suis tombé un peu par hasard à la télé sur ces épreuves handisport de tir à l'arc. Écoute, c'est quand même bluffant, quoi. Les gars, ils tirent avec leurs pieds, quand même. Donc, ce courage, cette détermination à vaincre son handicap, l'arc, d'habitude, ça se fait avec des mains, quand même. Hein. Et d'arriver à dire, c'est pas grave, j'ai pas de main ou j'ai pas de bras, mais je vais tirer à l'arc. Et je vais m'habituer, je vais m'adapter, je vais adapter mon corps et y mettre dans le centre. Hein. Attention, hein, c'est des performances incroyables. Hein. Chapeau, quoi. Donc je suis tombé un peu par hasard, ça m'a complètement bluffé. Du coup, je me suis dit, cette année, je vais y aller, je veux voir ça moi-même. Voilà, donc c'est une discipline dont pas grand-chose ne parle, mais ça dit tellement quand on le voit du talent, la détermination, l'engagement de ces sportifs, parce que ce sont des sportifs en matière de concentration, hein, de conditions physiques. Voilà, pour moi, c'est ça, moi, ma petite épreuve, entre guillemets, mais des grands talents et des grands champions. J'ai l'impression quand même que quand c'est impossible, toi, ça te titille. On disait que tu étais un peu le non-candidat pour la présidente de la SNCF, et tu étais devenu président. Oui, c'est ça, il y a un peu de ça. Ouais. C'est quand, soi-disant, c'est pas possible que ça m'intéresse, effectivement. Ouais, c'est vrai. Et en sport, d'ailleurs, moi, j'étais un très bon contre-attaquant. Je ne suis pas un attaquant formidable, mais quand j'étais un peu piqué, je contre-attaquais très dur, quoi. Ce côté aussi revanche, ce côté aussi répondre présent. Oui, je crois que c'est un des ressorts du sport aussi. On va y revenir sur ta carrière sportive.
sportive. Un commentaire peut-être de télé ou de radio qui t'a marqué, qui t'a donné la chair de poule sur les épreuves olympiques? Oui, alors c'est un regret parce qu'en fait j'ai réfléchi et moi j'aurais rêvé que Roger Coudert soit là pour commenter le rugby à 7 pour cette année, quoi, avec Antoine Dupont. C'est quand même pour moi l'empereur des commentateurs, la médaille d'or des commentateurs, cette capacité qu'il avait à partager sa passion avec des formules qui faisaient mouche, hein, la cabane est tombée sur le chien ou les mouches ont changé d'âne, c'est incroyable. Et moi j'aurais tellement aimé qu'il soit là, il aurait été tellement heureux, et ce bonheur il me l'aurait fait partager au centuple, quoi. Moi bien sûr que je vais être heureux de voir l'équipe de France jouer, mais commenté par Roger Coudert ça aurait été encore meilleur, quoi. Voilà, donc là où il est, peut-être qu'il va nous regarder, peut-être qu'au paradis il va faire les commentaires et tout le monde au paradis va se régaler parce que Roger Coudert il va commenter le tournoi de rugby à 7 avec Antoine Dupont. C'est pour ça que tu as aimé le rugby, c'est grâce à Roger Coudert quand tu étais jeune à Bordeaux? Oui, je pense qu'en partie. Oui, tout à fait. Je pense qu'il fait découvrir la profondeur du jeu. D'abord le jeu, quoi. C'est un sport, mais c'est un jeu. Il met en avant les hommes. Il n'y avait pas trop de femmes à l'époque, mais il y en a et c'est super d'ailleurs que les femmes s'intéressent au rugby. Ils jouent bien au rugby. Et c'était à chaque fois très lyrique aussi, hein. Il y avait vraiment des odes aux joueurs incarnés par des figures. Ils savaient faire passer ça. Et c'est vrai que ça touche le spectateur et ça donne envie de pratiquer ce sport. Qu'est-ce qui fait que il y a la télé, donc le rugby, mais quand tu es jeune à Bordeaux, les événements sportifs, tu les vis comment? En famille? Enfin, c'est un dénominateur commun familial? Alors le rugby c'est beaucoup en famille, avec les voisins d'ailleurs, hein, mon père et des voisins, donc c'était en groupe, hein, et moi j'étais le minot qui était avec les adultes, donc c'était sympa. Et on est content quand tout le monde est content. Et mon père, qui était plutôt quelqu'un d'assez posé et serein, là, il se mettait à exploser de joie, à hurler, à crier. C'était super sympa de vivre ça avec son père et avec les voisins. Et le sport, c'était au stade, c'était le foot, parce que c'est les Girondins de Bordeaux. Et adolescent, c'était gratuit quand à la mi-temps. Quand il y avait des places libres, donc voilà, on attendait la mi-temps. Et j'ai des souvenirs, par exemple, aussi d'un joueur espagnol qui s'appelait, je crois, Médigo. Et Médigo n'était pas un très grand joueur. Par contre, les supporters n'arrêtaient pas de hurler Mégigo d'agneau, et ça me faisait marrer. Et c'est des choses qui me sont restées, quoi. De voir comment aussi les supporters jouent au fond. Ils jouent avec leur chant, leur cri, et ça met de l'humour aussi un peu dans le sport, et ça met du partage avec les supporters. Voilà, l'humour très sud-ouest. Cette époque-là des Girondins, c'est Kouékou, les Galis. Ah ouais, Galis, Tigana, enfin la grande équipe, hein. Giresse, bien sûr. Hein. Ouais, un peu plus tard, ouais. Là c'était un peu la génération d'avant. Ouais, les Girondins, ça a été un grand club. Je suis vraiment désolé qu'ils soient relégués en Ligue 2. C'est pas normal, il y a quelque chose qui s'est passé de complètement anormal. Ça a été un club quand même solide qui nous a fait rêver avec des grands joueurs. Voilà, un très beau palmarès, et bien sûr la rivalité avec l'OM pendant des années. Il n'y avait pas le PSG à l'époque, hein. C'était plutôt les Girondins et l'OM qui animaient la Ligue 1. C'est bien de le rappeler quand même que le classique, le vrai, c'était Bordeaux-Marseille. Il y avait quand même Bègle à ce moment-là, les damiers. Alors quand on est à Bordeaux, il y avait le scapulaire des Girondins, mais il y avait les damiers de Exactement. Oui, exactement. C'est le damier Béglé. C'était Bègle, c'était pas Bègle Bordeaux, c'était Bègle. Hein. La tradition de rugbystique, c'était le CA Béglé, son maillot à damier. Voilà, les souvenirs, c'est quand même l'année où ils sont champions de France, avec cette espèce de pack incroyable, c'est la tortue. Hein. C'est le groupé pénétrant, en fait. Ils inventent avant les autres le groupé pénétrant. Donc c'était 8 joueurs hyper compacts, c'était la porte qui était à la mêlée, qui savait les faire jouer. Et derrière, c'était pas Manchot non plus. Et avec ce type de jeu un peu restrictif, mais assez malin, ils finissent par être champions de France, quoi. C'est l'école du collectif, de l'humilité, du combat, voilà, un peu d'astuce et de malice par-dessus. Et puis des trognes, quoi. Ils avaient des trognes pas possibles. Alors, bien sûr, c'est Vincent Moscato qui était encore dans le paysage, hein, mais il n'y avait pas que lui, il y avait Simon, Gimbert, Enco. Voilà, cette première ligne incroyable. Et c'est vrai qu'ils ont redonné un peu d'honneur à Bègle, parce que bon, Bègle, c'était le club valeureux, mais qui avait un peu de mal, quoi. Et là, voilà, la magie a opéré. On était tous très fiers de voir que ces valeurs de combat, d'humilité, de collectif, elles ont fait mouche. Hein. On est allé à Dame, on a été champion de France. Ouais, c'était un grand moment. Voilà, ça c'était 91. Hein, oui, 91. Voilà, effectivement. Du coup, à ce moment-là, tu es allé quand même au stade, le rugby, on va dire, tu vas au foot, tu me disais, tu vas au stade de temps en temps à Musard, et tu pratiques? Non, moi le rugby, je me suis mis sur le tard. Bon gamin, je joue au foot, je joue un peu au tennis, hein, dans mon quartier. Et le rugby, c'est venu avec ma vie d'étudiante. J'ai fait une école d'ingénieur, l'école des mines de Paris. Et à 19 ans, je me suis mis au rugby. Voilà. Et j'avais envie, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête, je n'avais pas eu l'occasion. Ça a été une révélation.
Voilà, quand je me suis retrouvé avec un ballon ovale, un short, on avait le droit de s'attraper, on avait le droit de s'engager. Puis ce côté très collectif, danse, ça m'a plu. J'ai eu le virus tout de suite hein, et j'ai joué jusqu'à 32 ans. Voilà, donc j'ai 13 ans de rugby de 19 à 32 ans. Enfin, plusieurs clubs. J'ai fait du championnat de France en honneur, hein, honneur Côte d'Argent quand je suis repassé par Bordeaux. Après, j'ai joué à Tours, Saint-Pierre-des-Corps, à Bruges, voilà, l'entente sportive de Bruges. Voilà, j'ai fait 2 saisons formidables. Hein. Voilà, donc non, c'est une passion, hein, le rugby. Pourquoi Bruges? Parce qu'il y avait du transport ferroviaire là? Non, Bruges, c'est la terre des maraîchers. Il y a beaucoup de maraîchers qui sont là, donc qui cultivent des légumes parce que c'est une terre un peu sableuse. Non, Bruges, c'est un nom belge bien sûr, mais pas que. Hein, il y a plusieurs Bruges en France. Je ne sais pas d'où ça vient exactement. Est-ce que les Flamands sont passés par là? C'est possible, parce qu'on sait par exemple que la forêt des Landes, la Lande girondine ou landaise, a été assainie par des Hollandais, hein, qui sont venus planter des arbres, planter les pins. Les pins, ils n'étaient pas là historiquement, hein, c'était des marais. En fait, c'est vers 1800 et des baguettes que des Hollandais sont venus assécher ces marais en plantant des pins. Est-ce que c'est eux qui ont laissé le nom de Bruges au passage? C'est possible. Voilà, mais en tout cas, toi, tu avais choisi Bruges pour aller jouer au rugby. C'est quoi le meilleur résultat que tu as obtenu dans ta carrière? Parce qu'il y a eu Tours, il y a eu Bruges. Il y a eu Bruges, j'ai joué en corpo aussi à Paris. Je jouais avec des anciens de HEC. Je n'ai pas fait HEC, mais un copain qui avait fait HEC m'avait embarqué avec eux. Donc on jouait contre ADP, les douanes, etc. Donc c'était vachement sympa. Donc j'ai pas de grands résultats, honnêtement. J'ai pas fait de finale, j'en ai gagné encore moins. Voilà, milieu de tableau, honorable, voilà, mais j'ai adoré. On se donne à fond, bien sûr, on donne tout. Après, si on gagne, tant mieux. Si on perd, c'est le sport. On oublie ça très vite. C'est aussi la force du rugby, c'est qu'on se donne à fond pendant le match. Et après, au coup de sifflet final, on est les meilleurs amis du monde. On va boire une bière ensemble et on attend le prochain match pour repartir, quoi. Voilà, c'est vraiment l'esprit rugby. Arrière, contre-attaquant, donc arrière souvent, et pas que. Enfin, on va dire tous les postes de la ligne. C'est ça. Alors arrière, je commençais arrière, un peu par hasard. Rapide alors? Oui, c'est ça, je courais pas mal à l'époque, je courais vite. Et paradoxalement, mon handicap est devenu un avantage, je suis myope, tu vois, j'ai des lunettes, je les enlève pour jouer au rugby. Alors ça donnait quoi? Ça donnait que quand il y avait un coup de pied en face, j'attendais, mes camarades se disaient mais qu'est-ce qu'il fout, il bouge pas. Et tout à coup, quand je voyais bien le ballon, je courais à fond, je chopais le ballon, lançais et je contre-attaquais. Voilà, donc parce que j'arrivais comme un malade, lancé comme un malade, je courais vite, un petit crochet, et fouf, je galopais dans l'espace au maximum. Et deuxièmement, j'étais courageux. Je me suis rendu compte que je ne suis pas épais, comme tu vois, j'avais peut-être quelques kilos de plus et de muscles à l'époque. Hein. Ben, j'arrivais à plaquer les gros, quoi. Donc j'étais un peu le dernier rempart, parce qu'à l'époque, l'arrière, c'était un peu le goal du rugby. Hein. On était le dernier, et quand l'équipe en face perçait, ben voilà, hein, si on loupait le plaquage, il y avait essai pour les autres. Et assez vite, je me suis rendu compte que j'avais pas peur, quoi. J'allais, je me mettais dans les jambes même d'un gros en face, je le faisais tomber, les copains arrivaient pour le tasser un peu au sol, mais j'assurais sa chute, quoi. Voilà, à partir de là, tout était possible, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai joué arrière et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer arrière, voilà, parce que je lisais bien le jeu aussi, hein, on a toujours un petit temps pour lire le jeu, voilà, et je me balayais pour voir où est-ce que ça pouvait arriver et j'allais dessus et avec un peu d'efficacité, voilà. Après, je suis passé ailier. Bien sûr, ça va avec, ailier, la vitesse, hein. Et j'ai fini au centre quand on court un peu moins, premier centre, deuxième centre, pour faire jouer les autres un peu plus, quoi. Faire une petite percée de temps en temps, mais surtout bien animer le ballon, bien assurer la première ligne de défense au centre du terrain. C'est pas un regret d'avoir commencé entre guillemets si tard? Est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir un peu plus de... Si, ouais, c'est un regret, ouais. Oui, parce que la gestuelle technique, je ne l'avais pas trop, quoi. Hein. Pour connaître, bon, c'était un peu frustrant. Hein. Et c'est vrai que, parce qu'à 19 ans, c'est un peu tard pour apprendre. Quand on commence gamin, on voit très bien que les gamins, les joueurs sont très à l'aise avec leurs mains. Voilà, il y a une gestuelle que moi j'ai apprise de manière un peu frustre. Hein. Oui, c'est un regret, ouais, tout à fait, c'est un regret. Mais bon, à l'époque, dans mon quartier, il y avait du foot, il n'y avait pas de club de rugby. J'étais au nord de Bordeaux, de l'autre côté de Bègles. Et même le foot, j'ai joué un peu à l'école, mais bon, ça se faisait moins. Voilà. Maintenant, tous les gamins font du sport, tant mieux, il faut faire du sport le plus tôt possible, j'en suis convaincu. Mais voilà, moi, j'ai pas eu cette occasion-là, je me suis rattrapé. Voilà, à un moment donné, j'y suis allé à fond. Petit questionnaire de sport, tiens, pour faire une petite ponctuation. Si tu étais un sport? Alors rugby, vraiment, c'est vraiment le sport qui m'a correspondu, vraiment à fond, les valeurs, tout ce que ça porte le rugby, vraiment, voilà, c'est le rugby. Si tu étais un champion? Ah ben, mon rêve, ça serait Dupont. Je trouve qu'Antoine, vraiment, c'est monsieur rugby, quoi. De nos jours, il y en a eu d'autres, des messieurs rugby, mais en ce moment, franchement, il est à un niveau incroyable parce qu'il est individuel, collectif, il fait tout. Il s'est tapé, il s'est percé, il s'est plaqué, il s'est attaqué, il voit le jeu, il a un petit coup d'avance.
Voilà, je pense qu'il personnifie le rugby. D'ailleurs, pas moi qui le dis. De temps en temps, je vais sur les réseaux et même les anglo-saxons en ce moment ont vraiment dit Antoine Dupont, c'est le plus fort. Et pour des anglo-saxons le disent, c'est que ça doit être vrai, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas le compliment facile pour les joueurs français. Ambassadeur SNCF. Il a été, ouais, tout à fait. Voilà, pour la Coupe du Monde de rugby, il l'était. Là, maintenant, il nous a quittés parce que voilà, il est allé sur notre marque. Non, je rigole. Ouais, voilà. Enfin, bon, mais en tout cas, il a joué vraiment le jeu. Il est absolument charmant. J'ai le souvenir, d'ailleurs, pas très loin d'ici, d'une petite réunion qu'on avait fait, une masterclass avec Dan Carter. C'était il y a 2 ans à peu près, il y avait une 50aine de cheminots devant. Dan Carter, qui est vraiment une star du rugby, Antoine Dupont, qui a peut-être pas loin de 20 ans de moins, il était quasiment au niveau. Ça prouve que c'est pas qu'un joueur de rugby, c'est un type intelligent, qui ne parle pas pour rien dire, il est très juste, il a beaucoup d'humour, il a ce petit humour, il sait se positionner. Je l'ai trouvé, j'ai dit waouh. Et d'ailleurs, même Dan Carter était impressionné, il s'est dit ouais, le gamin. Il a de la classe, ce gamin. Il n'a pas fini de nous surprendre, il est en pleine plénitude de ses moyens en tant que joueur, mais je pense qu'il a une longue carrière devant lui et vraiment c'est quelqu'un qui portera très loin et très fort les valeurs du rugby. Si tu étais un président de club? Président de club, moi c'est Gervais Martel. Gervais Martel, c'est lui qui a fait le club de Lens que l'on connaît. Et ce club, il est incroyable, quoi. C'est le club du Nord par excellence, c'est le Pas-de-Calais même, pour être précis. C'est du foot, on rappelle. C'est du foot, ouais. C'est au Nord, il y avait les Corons. Ce club, il a quelque chose, quoi. Quand on voit ce qui s'y passe, la ferveur des supporters, il est resté longtemps. Il a fait deux fois président, presque une trentaine d'années. Il a gardé cet esprit populaire. Même quand ça s'est un peu emballé côté professionnel et l'argent, il a tenu absolument qu'il y ait des places pas trop chères parce que là-bas on sait qu'il y a des sujets de pouvoir d'achat dans ce pays de mineurs où les mines ont fermé. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui incarne complètement son club, qui incarne cette région, qui a su développer ce club, qui quand même a des résultats qui sont bons par rapport à la taille de la ville et à la richesse de la région. Il se débrouille super bien. Voilà, donc hommage à ce président qui est resté fidèle aux valeurs de ce club et qui l'a porté en Coupe d'Europe. Enfin, voilà, il n'y a pas très longtemps, il a été pas loin d'être champion de France. Il est arrivé second derrière le PSG. Enfin, il faut voir ce club. Bon, il l'a quitté il y a quelques années, mais il a vraiment porté le club sur ses épaules et donc hommage à ce président. Tu connais le Nord parce qu'en plus tu étais patron du Thalys. Oui, c'est ça. J'ai été 2 fois dans le Nord. D'ailleurs, j'ai lancé le TGV Paris-Lille et toutes les autres villes du Nord de la France. Et moi, l'homme du Sud-Ouest, j'ai appris à connaître les gens du Nord qui sont super sympas. Franchement, pour moi, cette région du nord de la France, c'est peut-être là où les gens sont les plus accueillants, les plus souriants, les plus ouverts au progrès. Voilà, donc ça a été un vrai plaisir de porter ce projet. Et puis après, j'ai même franchi la frontière. Ouais, je suis passé en Belgique, qui est le nord de la France, et j'ai passé 5 ans à gérer le projet Thalys. Donc c'est très à grande vitesse entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Très très beau projet. Si tu étais un coach? Un coach, je pense, c'est Claude Onesta. Là aussi, chapeau à la longévité, c'est une machine à gagner. Vraiment, il a porté le handball français très très haut et les résultats dans la durée du handball français sont quand même bluffants. Niveau européen, mondial, olympique, voilà, une espèce de style de jeu avec des générations successives. Et moi, j'aime beaucoup la manière dont il sait changer les équipes, racheter les équipes à petite dose. Il y a les anciens, on les garde, puis on fait rentrer des jeunes. Ça reste fidèle au style de jeu. Parce qu'il y a une continuité du jeu quand même qui se fait. Chapeau, parce que tenir dans la durée comme ça, à aussi haut niveau, ça dit des choses. Et maintenant, d'ailleurs, il est patron de la performance sportive en grand. Et c'est très bien qu'on l'ait choisi parce que s'il y en a un qui s'y connaît en performance, c'est lui. Et donc, hommage à Claude Onesta. Si tu étais un club? Un club, le Real Madrid. C'est la classe, quoi. Voilà, je trouve que dans le foot, il y a une classe dans ce club incroyable. Voilà, c'est une espèce de référence, d'élégance, et ça reste haut tout le temps, quoi. Voilà, donc ça c'est quand même très fort. Et côté sportif, ça va un peu avec, c'est incroyable le mental de ce club. C'est-à-dire que c'est pas toujours les plus forts au plan sportif, mais ils gagnent, quoi. Voilà, donc cette capacité à rester au très haut niveau, fidèle à l'image de ce club, à l'élégance de ce club, à la classe de ce club. Voilà, chapeau. Et puis là-bas, c'est une vraie religion, quoi. Le Real Madrid, à Madrid, c'est quelque chose. Il y a un second club à Madrid qui existe aussi, mais voilà, une espèce un peu d'aristocratie sportive auquel il faut rendre hommage et de fidélité à l'esprit de ce club. Voilà, le Real Madrid, c'est la grande classe dans le football. À l'institution. Ouais. Si tu étais un stade? Un stade Maracana. J'ai eu la chance d'aller une fois, à l'occasion d'un voyage au Brésil. J'ai vu un match de foot, je crois, Vasco de Gama Flamengo, dans deux clubs brésiliens, du coin d'ailleurs en plus. Incroyable. C'était le premier grand club que je voyais. Et c'est l'essence du Brésil, parce qu'il y a le jeu brésilien, il joue à la brésilienne, donc c'est super chatoyant et vivant. Mais c'est la même chose dans les tribunes. Ça chante et danse la samba tout le match, même avant le match, après le match.
Vraiment, c'est le carnaval. Tu as dansé la samba alors? J'ai dansé la samba, mal, mais je l'ai dansé la samba. On est pris bien sûr dans l'ambiance. C'est incroyable, c'est un très grand stade, c'est tout à fait en haut. J'étais arrivé un peu au dernier moment, mais c'est pas grave. On est dans une ambiance de folie, on ne va pas passer le temps. C'est un moment de fête et de bonheur. On communie avec les joueurs. Les joueurs dansent la samba et nous on joue au football dans les tribunes, quoi. Tout ça se mélange et c'est un souvenir très très fort de couleurs, de chants, de musique. Voilà, c'est le Brésil et le Brésil et le football, c'est un peu la même chose, quoi. Si tu étais une émotion de sport? C'est marquer les essais. Couder l'a dit, c'est les étoiles dans les yeux, quoi. C'est ce moment un peu sublime où on score, quoi. On score pour l'équipe. C'est un exploit, un geste individuel, marquer un essai. Sauf quand c'est le groupe pénétrant qui le fait, mais même il y en a un qui tient le ballon, qui n'a pas laissé tomber. Donc c'est personnel, mais c'est pour les autres, quoi. Voilà. Et quand on se relève, puisque souvent quand on marque, on est par terre. Hein, là, cette demi-seconde où on se relève, on est dans les cieux, quoi. On a marqué un essai. Et dernière petite question sur ce questionnaire-là, si tu avais un seul selfie à faire avec un champion? Je suis constant, c'est Antoine, hein, alors voilà, parce que quand même, voilà, je suis très fier de... Puis il est un peu de par chez moi, qui plus est, hein, il est de Castelnau-Magnoac, mais moi, mes racines là-bas sont de là-bas, c'est à 30 km de chez lui, alors moi je suis côté 64, mais je suis à la frontière des Hautes-Pyrénées, donc c'est le nord des Hautes-Pyrénées, ou l'est des Pyrénées-Atlantiques, voilà, donc c'est la même culture gasconne, hein, quand il parle de sa ferme auberge, des foie gras, des porcs noirs de Bigorre, ça me parle complètement. Et les Gascons, c'est ce mélange aussi, il y a toujours un peu de malice, hein, c'est les mousquetaires, c'est un peu tout ça, et voilà, ça me parle. Ce sont des valeurs humaines, et c'est une culture du Sud-Ouest que je trouve très très sympathique. Est-ce que le sport t'a aidé à cheminer dans ton leadership, à devenir un peu un manager? Est-ce que tu t'es dit, grâce au sport, tiens, je vais manager des hommes? Oui, on ne se le dit pas, mais ça marche, bien évidemment, ça marche, parce que je ne suis pas un leader qui s'impose, mais souvent, quand je suis passé dans les équipes, on m'a demandé de prendre le capitaine. Bon, ça veut dire quelque chose quand même. C'est pas moi qui dis je vais être capitaine, hein, mais c'est les autres qui demandent, ou l'entraîneur, ou les autres joueurs qui disent tu veux pas être capitaine? Bah ouais. Voilà, ouais, d'accord, ok, quoi. Bon, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que les autres reconnaissent une forme, je sais pas, d'exemplarité et de capacité à fédérer. Je pense que mon point fort, c'est ça. Moi, partout où je passe, je donne envie aux gens de travailler ensemble, ou jouer ensemble. Voilà, et je pense que ça, c'est ma personnalité de rassembleur, au fond, assez, par la bienveillance, hein, c'est pas quelqu'un qui fait des discours, je peux parler s'il faut, mais c'est pas tellement ça le sujet. Au fond, c'est un projet commun, et chacun a sa place dans ce projet commun, et j'ai besoin de vous. Voilà, et ça, je pense que je le fais bien. C'est important, et dans l'entreprise c'est pareil, il faut donner un projet dans l'entreprise. Moi la mienne, si on parle de la partie ferroviaire où je pilote plus directement les salariés, 150 000 cheminots, il faut leur donner un but, hein. Voilà, et il faut que ce soit incarné, il y a une personne qui l'incarne. Deuxièmement, je pense qu'une autre valeur du sport, c'est très important, c'est être soi-même et se connaître bien soi-même. Il ne faut pas mentir, parce que pour donner aux gens envie d'aller vers vous, il faut être comme vous êtes, il faut vous proposer comme vous êtes. Il ne faut pas vous travestir, vous changer, faire semblant, faire le beau, etc. Non, non, vous êtes vous-même. Et c'est ce vous-même qui les intéresse. Et c'est cette authenticité-là qui passe par une bonne connaissance de soi. Et puis, s'aimer comme vous êtes, quoi, hein, comme on est, pas vouloir se changer. C'est cette alchimie-là, je pense, qui m'a beaucoup aidé à franchir les étapes. Et quand je dis ma carrière, c'est plus de 40 ans. Et j'aurais fait 7 plus 5, j'aurais fait 12 ans de président. Et c'est un métier président. Hein. Keolis plus SNCF, parce qu'on est tout seul. Hein, tout le monde vous regarde. Quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait, chef? Voilà, et des crises, j'en ai connu quelques-unes. Et ce sang-froid-là, cette connaissance de soi, je pense que le sport, et notamment le rugby, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est la définition du bon leader, là, c'est le fait d'être soi-même? Il n'y a pas de définition du bon leader, mais je pense que c'est, en tout cas, c'est un conseil. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je me suis épuré là-dessus, je me suis amélioré. Peut-être qu'au début, je faisais comme tout le monde, je faisais un petit peu le kéké. Mais maintenant, non. Maintenant, Jean-Pierre Farandou, c'est un homme qui est le même. Au boulot, dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, dans sa vie avec les amis, c'est le même. Et le fait d'être le même, je pense que en fait, c'est une bonne chose. Alors, je peux avoir mes vulnérabilités, mes failles aussi. Hein. Je ne suis pas un Superman, d'ailleurs. Je dis à tout le monde, personne n'est Superman ou Superwoman, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, je suis moi. J'ai une idée pour l'entreprise. Ça vous plaît, venez avec moi. Voilà. Si le bonhomme et le projet vous plaisent, bienvenue, on y va ensemble. Bon, tu es un patron énergique, on le voit. Et on l'entend. Et est-ce que cette énergie, elle vient d'une discipline, d'une routine sportive? Est-ce que tu t'entretiens? Ouais. Je pense que je suis né avec un peu un capital énergie quand même, hein, un petit capital énergie. Ça, c'est comme ça. Et après, depuis une dizaine d'années, je fais attention.
Je fais attention parce que, je le dis, jusqu'à 50 ans, on est invulnérable. Hein. Quand on a un bon capital énergie, on a l'impression qu'on est c'est les dieux du stade. Et puis, à un moment donné, il y a un petit rappel, parce que là, j'arrive, hein, le corps, il peut s'user. Et là, il faut une très grande discipline de vie. Ouais. Alors, c'est pas la 16 et l'austérité. Hein. Je fais quelques fêtes et je suis bon vivant aussi. C'est l'alimentation. Il faut faire attention à ce qu'on mange, c'est ce qu'on met dans son corps, hein, donc ça a des effets. Donc ça n'empêche pas de faire quelques petites fêtes de temps en temps, mais d'une manière générale, il faut faire attention à ce qu'on mange. C'est le sommeil. C'est quand même là où on se répare, hein, c'est le moment de réparation. Et puis c'est le sport, l'activité physique. Il faut avoir une activité physique qui est régulière, chacun la sienne, mais la sédentarité c'est pas bon, hein, donc il faut se bouger. C'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête, hein, c'est bon pour les deux. Voilà, donc moi où j'en suis là-dessus, j'ai un peu baissé, hein, mais je fais un peu de culture physique pour la musculation, parce que moi j'aurais plutôt un problème de maigrir en vieillissant, donc se regarder un peu de tonus pour que les muscles soient un peu là, de l'ensemble du corps. C'est le cardio, donc un peu de footing, un peu de vélo, voilà pour le cœur, hein, c'est quand même le muscle principal, voilà, et après, voilà, c'est la base. Après, il y a le sport loisir aussi, ça peut être un peu de tennis, ça peut être un peu de natation, ça peut être des randos pendant l'été, un peu en montagne, voilà, parce que le plaisir, c'est important. Moi, maintenant, c'est le sport plaisir, hein, moi, ça fait longtemps que j'ai renoncé à toute performance, mais faire quelque chose de la manière la plus régulière possible. Ça m'arrive par exemple aussi, tu vois, entre ce bureau où on est aujourd'hui et puis chez moi, il y a 6 km, je le fais à pied de temps en temps. Voilà, ce qui est important, c'est ça, cette pratique régulière, refuser la sédentarité, se bouger. Voilà, ça c'est très très important. Et si on fait tout ça, franchement, on dure, parce que c'est pas tout de prendre de l'âge, mais il faut prendre de l'âge en bonne santé. Voilà. Et alors, il faut accepter de baisser un petit peu, il faut accepter aussi que la performance baisse, mais c'est l'envie, la volonté, cette détermination. Je pense qu'avec ça, on peut rester en bonne forme. Quand on est patron, c'est du haut niveau, quand on dirige 270 000 personnes. Et est-ce qu'il faut connaître, on va dire, les métiers en profondeur? Tu parlais de chef de gare, de conduire les trains, etc. pour être un bon patron. Est-ce que, comme les sportifs, souvent on dit que l'entraîneur il est meilleur s'il a connu le haut niveau? Est-ce que c'est pareil quand on est patron? Pour être un bon patron, faut-il connaître les métiers? En tout cas, je pense qu'à la SNCF, c'est une bonne chose, parce que la SNCF, c'est une entreprise qui a une culture très forte. Il y a une culture, elle ne bouge pas la culture. Cette culture, elle vient de ses métiers. Elle vient aussi du fait que les métiers, on les apprend dans l'entreprise. Hein. Quand on recrute quelqu'un, ce n'est pas l'éducation nationale qui lui a appris à conduire les trains. C'est nous qui l'apprenons. Ce n'est pas l'éducation nationale qui a appris les aiguilleurs à faire les itinéraires dans des postes d'aiguillage. C'est nous qui l'apprenons. Et cet apprentissage, cette formation initiale, c'est initiatique en fait. Tu apprends un métier, mais tu apprends la culture de l'entreprise, les rites de l'entreprise, autour de la sécurité d'ailleurs. Hein. La valeur cardinale, c'est pas d'accident, bien évidemment. Voilà, donc tout ça, je l'ai appris. Moi, donc la culture, je l'ai. Et d'ailleurs, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand les agents disent chef, vous êtes cheminot comme nous, quoi. Ça me fait très plaisir, parce que c'est vrai. C'est vrai, je suis un cheminot. Voilà, je suis passé par tous les métiers, en tout cas beaucoup de métiers. Quand j'étais en formation, j'ai appris à conduire les trains. Après, j'étais chef de dépôt, j'ai dirigé des conducteurs de train, là, pas loin de Paris. Et j'ai toujours plaisir à passer dans une cabine de train. Bon, le travail du conducteur qui est beaucoup plus fin et subtil, peut-être que les gens se rendent compte quand ils sont en voyageur derrière. Les poses d'aiguillage, la rigueur, la sécurité, bien sûr qu'il faut appliquer. J'ai appris tout ça. Chef de gare, chef de dépôt, chef de poste de commandement pour superviser tout le trafic sur une région. Après, directeur d'établissement avec 500 personnes à manager. Les syndicats à gérer, directeur de région en Rhône-Alpes, commencé à travailler avec les collectivités aussi, le transport public. Voilà, j'ai fait tout ça, j'ai lancé plusieurs TGV, des projets TGV, dont le Paris nord de la France et le Thalys. J'ai lancé en production le TGV Méditerranée entre Lyon et Marseille, ça n'allait pas tout seul, hein. On a eu des gros problèmes, donc confronté à des difficultés, comment on les gère ces difficultés, comment on les surmonte. Voilà, c'est autant d'expérience, de vécu qui fait que quand on est patron, on sait de quoi on parle. C'est-à-dire que moi, quand je prends une décision, je vois très bien les conséquences de cette décision. Il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai absolument souhaité travailler sur la pénibilité en fin de carrière à la SNCF. On a passé un accord et moi, je peux en parler parce que même si je ne l'ai pas fait longtemps, je sais ce que c'est que pour embaucher à 4 h du matin, mettre le réveil à 2 h 15 le matin, 6 jours de suite, moi, je sais ce que c'est. Voilà. Et j'ai le respect des gens qui le font pendant 30 ans. Ça mérite respect, mais quand j'en parle, parce que voilà, je l'ai vécu. Et je crois que c'est très important. Et c'est encore plus important en période de transformation, parce que la boîte, elle bouge beaucoup, il y a la concurrence qui arrive. Mais pour être autorisé par les agents à conduire cette transformation, il faut être des leurs. Il faut qu'ils soient sûrs qu'on est de leur côté et qu'on est avec eux. Voilà, qu'on n'est pas une espèce d'objet qui arrive de nulle part et qui est là pour des missions un peu technocratiques. Non, on est là pour eux, pour leur entreprise, pour l'adapter à un monde qui change. Quand on est patron de la SNCF, il y a aussi des discussions parfois avec les syndicats, on entend parler des grèves. Comment on se prépare à ces moments de négociation? Est-ce que c'est comme avant un match?
Oui, parce que le sport, c'est l'entraînement physique, hein, donc, mais c'est aussi une stratégie, une tactique. Hein. C'est un objectif. Et il faut y penser. C'est une analyse du partenaire. Hein, voilà, les syndicats, c'est un partenaire, partenaires sociaux. Ça peut être un adversaire si on n'arrive pas à se mettre d'accord, mais c'est aussi un partenaire. Il faut d'abord les considérer comme un partenaire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que je veux? Est-ce qu'il n'y a pas une intersection là? Peut-être qu'il y a une intersection, tout n'est pas dans l'opposition. Si je fais un pas, quel pas je vais leur demander? Comment on va s'y prendre? Il y a une préparation mentale, il y a une préparation tactique. On peut passer quelques coups de téléphone, on peut se renseigner, on peut avoir de l'information, puis on joue la partie, on joue le match. Alors le match, c'est par exemple la dernière négociation, c'est un match, c'était l'accord pour les Jeux Olympiques. Mais franchement, ce match, on l'a joué ensemble. J'étais rentré avec une idée, je ne sais pas si eux en avaient une, mais on a changé l'idée en cours de route. On a co-construit ensemble la manière dont on allait, sur quel principe on allait bâtir la prime qu'on allait donner aux agents particulièrement engagés pour les Jeux Olympiques. Ça, pour moi, c'est la plus belle des réussites. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai imposé, ce n'est pas eux qui l'ont imposé, c'est ensemble, on a transformé ce qui aurait pu être une adversité en un travail en commun pour déboucher sur un résultat partagé. Voilà. Et moi, ça, je pense que c'est plus possible qu'on ne le croit. C'est de l'état d'esprit, c'est de l'ouverture, c'est de l'écoute et une capacité à bouger. Voilà. Si on est droit dans ses bottes et qu'on ne bouge pas d'un iota, ça va être compliqué. C'est l'art du compromis. Je pense qu'en ce moment, quand on va dans la situation politique, je pense qu'il va falloir revenir à l'art du compromis. Mais toi, personnellement, tu es tendu avant ces moments-là? Tu es un peu comme dans un vestiaire avant un match, un peu où la veille d'une réunion comme ça, voilà, on espère que ça va se passer comme ça, on imagine tous les scénarios, mais on est tendu? Je ne suis pas tendu au sens contracté, je suis attentif, je suis concentré. Ouais, et j'écoute beaucoup. J'ai aussi une technique, c'est la mienne, elle est très surprenante, c'est que j'écoute, je donne la parole bien sûr aux partenaires sociaux et je note tout ce qu'ils disent. J'ai un bloc de papier devant moi, je note tout ce qu'ils disent. Et quand je note tout ce qu'ils disent, c'est un moyen pour les écouter. On ne peut pas écouter plus que ça, puisque chaque mot est noté. Et après, très rapidement, en relecture rapide, je reprends l'essentiel de ce que j'ai entendu, qui est bien rentré dans ma tête parce que je l'ai noté, je relis rapidement et je réponds. Et donc, c'est une manière de les respecter, de les considérer, puisque je vais répondre à chaque mot qu'ils auront donné. Et les mots sont importants. Il faut prendre les mots au sens qu'ils ont. Voilà, donc oui, c'est une concentration. C'est une préparation stratégique et tactique, et c'est une grande concentration parce que c'est intense. D'autant plus que moi, souvent, je suis seul. Face à, quand ils sont 4 syndicats, 2 à 3, j'ai une dizaine de personnes. Donc j'ai 10 personnes qui me parlent, et je suis seul en face. Donc il faut quand même une sacrée concentration. Tu parlais tout à l'heure du Real Madrid, c'est la culture d'entreprise qui est, de l'institution qui est intéressante. En quoi elle peut t'inspirer pour la SNCF? Je pense que le Real Madrid, c'est plus qu'un sport, c'est une promesse, quoi. C'est une espèce de style. Et moi, je suis attentif. Alors, on en vient à la culture. La SNCF, elle a un style. C'est une entreprise humble, puissante, au service des Français, au service des territoires, au service de l'intérêt général, très collective. Voilà, cette identité-là, cette valeur-là, c'est nous. Voilà, le Real Madrid à l'essai, nous, c'est ça. Et ça, il faut le respecter. Voilà, il faut le faire comprendre à nos parties prenantes, il faut le faire partager à nos salariés, aux nouveaux embauchés, il faut veiller à le respecter en permanence. C'est une espèce de standing, voilà, c'est le standing de la SNCF, c'est ça. Il ne faut pas y déroger. Et si on le fait dans la durée, il y a une espèce de marque qui s'imprime, tu vois, et c'est important, c'est un repère. Et comme c'est stable, c'est rassurant. Le monde bouge, pas nous. Voilà, nous, on est comme ça. Notre ADN, c'est ça, et on y tient, et on le revendique. Voilà, il y a une certaine fierté, on relève la tête. Oui, c'est nous, on est comme ça. Voilà, et on assume ce que nous sommes. Ça veut dire que si on te compare à Carlo Ancelotti, tu as des stars autour de toi? Oui, j'ai des stars parce qu'il y a deux types de patrons. En sport, c'est pareil au fond. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir des gens trop brillants à côté d'eux pour bien les dominer. Moi non, moi je veux les meilleurs à leur poste. Hein. Donc j'ai des présidents par exemple de filiales, la SA, la Société Voyageurs, Réseau, ben, j'ai des mecs très bons. Géodis, Keolis, ce sont des femmes, là d'ailleurs j'ai des hommes et des femmes. Moi j'ai choisi les meilleurs parce que c'est les meilleurs qui obtiendront les meilleurs résultats. Et moi mon boulot, comme Ancelotti, c'est de faire jouer les meilleurs ensemble. Parce que les meilleurs parfois ça peut avoir un peu d'ego, il faut faire attention. Il faut que cet ego il existe pour canaliser et retrouver le sens du collectif. Voilà, alors, je leur laisse de la place, je ne les étouffe pas, je leur fais confiance. Je leur donne les responsabilités, mais moi je veille au grain, j'allais dire. Et moi, mon boulot principal, c'est celui-là, c'est le collectif et c'est le grand avenir. Moi, mon boulot, c'est la stratégie, c'est penser la SNCF à 10 ans, à 20 ans et mettre les bons coups de barre, les coups de barre essentiels pour savoir où est-ce qu'il faut amener l'entreprise sur le long terme. Comment on crée des moments de convergence quand on a 140 000 employés en France? Voilà, comment on arrive à créer des moments. C'est les Jeux par exemple, ou la Coupe du Monde de rugby, c'est ça les moments de convergence? Ah oui, alors les grands événements sportifs récents qu'il y a eu en France, en plus, Coupe du Monde de rugby l'année dernière et les JO, d'abord la SNCF est partenaire, c'est évident.
Voilà, on veut en être, hein, nous, ça nous plaît. Le sport et la France, hein, le sport, la France, c'est nous, quoi. On y est là. Et sur la Coupe du Monde de rugby, on est donc 150 000 cheminots, hein, ferroviaires. On a eu 15 000 places. J'ai acheté 15 000 places, donc 10% hein, des salariés ont pu aller voir des matchs. C'était absolument génial. On avait deux types de cheminots, ceux qui adoraient le rugby et ceux qui ne connaissaient pas du tout. Parce qu'elles ont été attribuées par tirage au sort un peu ces places. On faisait des espèces de clubhouse, pas très loin des stades. On avait des lieux qu'on avait privatisés, super sympas, avec un peu de bière, un peu d'eau, voilà, très chaleureux. Il y avait une ambiance de folie et on a vendu du bonheur, on a donné du bonheur. Voilà, ils avaient la banane comme ça, parce que c'est le rugby aussi qui fait ça. Hein. Franchement, j'ai eu des témoignages super sympas. Les gens se déplaçaient hein, dans les villes où il y avait les stades. Vraiment hyper réussi. Ce partage, finalement, avec les salariés, en leur rendant hommage, en les mettant dans les stades, ça a été absolument génial. Ils étaient super fiers. On a fait aussi de l'accueil des équipes dans les gares, avec des petites chorégraphies, parfois dans les gares. C'était super. Là, les JO, on va être plus concentrés. Bon, bien sûr, on en aura. Alors, ce qu'on a fait, c'est avant, on a fait 3 trucs. D'abord, on a des volontaires. On a 6000 volontaires, qui sont des bureaux, hein, qui vont laisser les bureaux pendant les Jeux pour aller renforcer l'accueil. On leur a fait 4 demi-journées. Voilà, une fête pour eux, pour leur rendre hommage. Voilà, avec des athlètes SNCF, avec Tony Estanguet qui est passé. Moi, j'étais à chaque fois, voilà, pour leur rendre hommage. On a associé les familles à 3 endroits, sur des week-ends, à Paris, à Pantin, à Marseille et à Lille. On a fait des espèces de journées jeux autour du sport pour les gamins. Voilà, avec des initiations aux Jeux Olympiques, Paralympiques, ouverts aux familles, ouverts aux enfants, pour partager un peu les Jeux. Et puis les athlètes, bien sûr, qu'on met beaucoup en avant, hein, nos athlètes, on les soutient. Voilà, donc c'est une forme d'association des agents aux Jeux. Et puis, bien sûr, 2024, c'est l'année du sport. On a aussi redonné un peu des sous aux clubs cheminots sportifs hein, pour qu'ils refassent la promotion du sport, la pratique du sport. Et les Jeux Olympiques, ça ne manque pas, les sports, il y en a plein, pour que chacun trouve son sport et se relance dans la pratique régulière du sport pour la santé. Bon, c'est aussi une façon d'être entraînant. C'est dur d'être entraînant quand on est patron, quand il n'y a pas forcément des bonnes nouvelles, quand voilà, comment on fait pour garder toujours cette volonté d'être. On parle toujours en sport de l'entraîneur entraînant. Oui, c'est vrai, c'est pas évident. Parce qu'il y a parfois du bashing contre la SNCF. Oui, beaucoup. Enfin, il y en a. Oui, c'est dur parce qu'on est des hommes et des femmes. De temps en temps, on est moins bien. Hein. On a des emmerdes dans la famille. On n'est pas très bien. Moi, j'ai chopé une bronchite en début d'année. Elle m'a tenu 2 mois. J'étais un peu down. Eh ben, il faut faire un effort sur soi. Mais il faut la mettre un peu de côté, quoi. Parce qu'on est très regardé. Voilà, donc si le chef n'est pas en forme, toute la boîte n'est pas en forme. Donc il faut serrer les dents. Voilà, il y a des fois, là, pour le coup, voilà, c'est pas bien grave au fond, hein, une bronchite, c'est pas très grave. Voilà, donc il faut, oui, c'est parfois un peu dur, mais il faut se un peu motiver, hein, faut y aller. Alors on est peut-être un peu moins rayonnant, il y a des jours on a une pêche d'enfer, d'autres on va être un peu moins bien, mais c'est pas possible de s'effondrer, quoi. On n'a pas droit au blues total. Donc, et pour ça on en revient au mental, hein, bien soigner son mental, avoir des coupures, des respirations. Et puis moi j'ai un truc, hein, je vais te le donner. On a tous plus ou moins connu dans sa vie des périodes compliquées. Moi je vais te donner un souvenir personnel, j'ai failli perdre mon fils quand il avait 6 ou 7 ans, je ne me souviens plus, c'était à Bruxelles, quand j'étais à Bruxelles, d'une méningite. Il a failli mourir, il n'est pas mort, il est en pleine forme. Et bien quand j'ai des choses difficiles, je me rappelle ça. Et tout devient relatif. Voilà. Et je pense qu'on a tous dans sa vie des souvenirs rudes comme ça. Celui-là, en plus, c'est bien terminé, mais j'ai eu peur. Mais à côté de ça, finalement, tout est à relativiser. Ouais, le sport, c'est aussi la culture de l'échec. Hein. Ouais. On apprend à perdre au sport. Toi, t'en as eu. Ouais. Je lisais là, en préparant l'interview que, enfin, comme tout le monde, je dirais, que par exemple, tu n'as pas pu être patron de Keolis. À un moment, on a choisi un autre plutôt que toi. Vrai. Ça, cet échec, comment toi tu l'avais vécu et comment le sport t'a servi à le surmonter? Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Donc, c'était en 2012 d'ailleurs, hein, quand le patron de Keolis qui était en place est parti, je pensais que c'était moi en plus. J'étais vraiment, parce que j'étais prêt. J'étais le dauphin. Je faisais partie du conseil de surveillance de cette entreprise. J'avais travaillé déjà pour cette entreprise. J'avais dirigé Keolis à Lyon. Donc, je connaissais le métier, je connaissais les hommes, je connaissais l'entreprise. J'étais au conseil. Et j'étais plus ou moins adoubé par le président d'avant. C'était pour moi, quoi. Et puis, non. Tout à coup, j'ai un compétiteur qui arrive de nulle part. Et puis, le grand chef de l'époque, qui était Guillaume Pépi, choisit mon compétiteur et pas moi. C'est-à-dire que j'ai eu saumâtre. Hein. Ah oui, j'ai eu un échec un peu saumâtre. J'ai trouvé ça complètement injuste. Je n'ai pas compris les arguments qu'on m'a servi en plus. Voilà, donc, et en plus, ça ne s'arrête pas là,
c'est que, double sanction, le poste que j'occupais, il est secoué par Pépi. En gros, il me dit merci pour tout ce que tu as fait, mais ton poste, il faut qu'il évolue. Donc je me suis retrouvé un peu en l'air. Non seulement je n'ai pas le poste que je voulais, et en plus je me retrouve en l'air. C'est beaucoup pour un seul homme au même moment. Et là, j'ai dit je suis un bon contre-attaquant. Je me suis mis à faire mon poste moi-même. J'ai agi, j'ai pris des responsabilités, des initiatives, j'ai dépassé un peu les lignes jaunes, je me suis fait mon poste, et ça m'a fait repartir vers le haut. Et là, peut-être que c'est ça, hein, je ne me suis pas baissé les bras. Il se trouve que la personne qui a eu Keolis est partie assez vite, et les places sont repassées. Et là, le même Guillaume Pépi qui m'avait dit c'est pas toi, ben, 3-4 mois après, il me dit ah zut, il s'en va, tu en veux pas? Ben si, j'en veux. Voilà, c'est repassé. Mais le rebond mental, dans ces moments-là, ouais, c'est sûr, on encaisse le choc. Hein. J'ai eu 15 jours un peu compliqués, mais j'ai pas baissé les bras, j'ai dit tu vas repartir au combat, tu vas pas te laisser faire, tu vas montrer que tu es utile, et tu as des tas de choses à faire, et tu as de la valeur au fond. Hein. Tu as de la valeur, c'est important de se dire ça. Tu vaux quelque chose, et ben, après vous avez les alliés qui arrivent. Hein. Il y a des gens qui vous soutiennent, ça fait du bien, vous n'êtes pas tout seul, et il faut croire en vous, à votre capacité de rebond. Et c'est peut-être ça au fond, paf, miracle, l'opportunité s'est représentée à nouveau. On va se faire un petit questionnaire SNCF et sport. Allez, le rugbyman qui portait un nom lié au train. Estève. Voilà. Patrick Estève. Patrick Estève, ouais, le TGV. Le TGV, ouais. C'est vrai qu'il courait très vite. Il courait très vite. Il courait très vite, ouais. Le sportif qu'on appelait la locomotive de Waco. Michael Johnson, ouais. Parce qu'il courait un peu en arrière. Il avait un bassin un peu en arrière comme ça, et dont les jambes montaient très haut, on aurait dit les bielles du train. C'est pour ça. Parce qu'il avait des jambes qui montaient très haut devant, un peu comme les bielles, avec un geste un peu mécanique, avec ses bras. Ça faisait penser aux bielles des grosses locomotives à vapeur. Oui, il avait fait le 200-400 à Atlanta, notamment. 400 aussi à Sydney. L'athlète ou le sportif qui imprime ou qui imprimait un train d'enfer. Comment il s'appelle le gars qui avait gagné le 800 mètres à Londres, Rushdi. Oui, je vois ça. Tu vois, ouais, celui-là. Alors, je ne me souviens plus son nom parce que lui, il a fait un exploit incroyable. Il a pris la tête voilà, au début, il ne l'a pas lâché jusqu'à la fin en battant le record du monde. Donc ça, le train d'enfer, il les a eu au train, quoi. Il a imprimé. Et puis après, au cyclisme, bien sûr, le train d'enfer, c'est les gens qui, comme Eddy Merckx, les gens qui montaient au train. Il écœurait tout le monde au train, c'est-à-dire qu'il se mettait devant. C'était pas forcément un sprinter ou un grimpeur, mais au train, il cannait tout le monde, quoi. Voilà, donc cette capacité à avoir un rythme intense longtemps, au fond, les compétiteurs sont essoufflés derrière. Donc même s'ils sont plus rapides intrinsèquement sur une période courte, ben, ils sont fatigués tout simplement. C'est-à-dire le train d'enfer, c'est user les gens qui sont derrière, les écœurer, parce qu'on a cette capacité à rester durablement en haute intensité. Toi, tu avais un train d'enfer? Non, j'avais pas un coffre énorme. Moi, c'était plutôt les petites accélérations. J'ai été tenace, hein, je lâchais pas l'affaire, mais non, j'avais pas des capacités extraordinaires. Faut être honnête. J'ai fait le mieux avec ce que j'avais. Moi, j'avais vu sur l'Irial, à la compagnie suisse, Wawrinka, le tennisman, sur le train là. Est-ce qu'il y a une star qui pourrait être l'ambassadeur de la SNCF, ou en tout cas une star mondiale que tu aimerais avoir, star du sport, hein, sur les rames de train? Bon, bah, je reste avec mon Antoine, hein. Voilà, donc Antoine, je suis très content parce que voilà. Puis non, mais c'est le côté français. Moi, je trouve que le TGV, c'est une fierté française. Hein. Je crois que les Français, enfin, le TGV, ça fait partie des 3-4 trucs qui n'appartiennent plus à la SNCF, ça appartient aux Français, ça appartient à la France. Mais on a fêté les 40 ans de TGV, ça a été une fête populaire incroyable. Le TGV fait partie de la fierté des Français, donc il faut qu'un Français, il faut ce côté populaire, être près des gens. J'aime bien le côté terroir, le TGV, il va partout. Voilà, donc Antoine Dupont, c'est l'excellence française, et avec ce côté terroir aussi qui me plaît bien. Si tu veux, on peut redire un mot sur les JO, on y est arrivé par plusieurs entrées, mais peut-être que si tu as des choses à ajouter sur ce dispositif-là, parce que je crois qu'il y a 4500 trains supplémentaires que vous allez gérer. Est-ce que c'est jamais arrivé, j'imagine, d'avoir une opération d'une telle envergure? La Coupe du Monde de rugby, à la limite, c'est un hors-d'œuvre par rapport à ce que vous allez vivre là. Oui, on n'a jamais vécu un truc pareil. Hein. C'est 15 millions de visiteurs, c'est beaucoup plus de trains en Ile-de-France, c'est les TGV qui tournent à fond, c'est énormément de gens à accueillir dans nos gares. Mais de l'autre côté, je n'ai jamais vu la SNCF autant se préparer.
Là, on parlait de la préparation du sportif. On est hyper préparé. Ça fait au fond 4 ans, nous aussi, qu'on se prépare dans tous les métiers. On a bien sûr pris les devants dans la maintenance des matériels roulants. Ils vont arriver au plein sommet de leur forme. Hein. Pareil, les installations. On a les équipes de dépannage. Hein. On a doublé les équipes pour être prêt à tout dépanner le plus vite possible, à la fois les installations comme les matériels. On a des redondances partout. On a des groupes électrogènes dans toutes les gares. Si jamais une panne électrique, clouc, on allume les groupes. On est prêt, archi prêt. Techniquement et dans nos têtes. On a fait des répétitions, on a simulé les pannes, simulé les incidents pour voir comment on régissait pour que les procédures soient encore plus ajustées. Voilà, dans la préparation physique et technique, elle est faite. Le mental, il est là. Moi, j'ai fait une vingtaine de déplacements sur le terrain depuis le début de l'année autour des JO. Les cheminots, ils ont envie d'y aller. Le mot qui revient maintenant, c'est j'ai hâte, quoi. Ils veulent jouer le match, quoi. Ils veulent y aller, ils se sentent sûrs d'eux, ils ont envie de jouer la partie. Voilà, donc je pense que tout est réuni. C'est une grande fierté de participer à ces Jeux. Je pense que les Français, il faut qu'ils s'en rendent compte. C'est un honneur qui est fait à la France. Tout le monde va nous regarder. On va être au rendez-vous. N'oublions pas les Paralympiques. C'est une autre genre de difficulté parce qu'on sera à la rentrée. Là, les gens seront revenus, on va rajouter les Paralympiques dessus, quoi. Voilà, donc c'est pas simple non plus, il faut réussir. Bien sûr, d'ailleurs, l'accueil au-delà des sportifs, l'accueil des personnes à mobilité réduite sera particulièrement soigné dans le public, hein, bien sûr, pas que les athlètes. Voilà, il faut être bienveillant, il faut être prêt à accueillir tout le monde. On a une application géniale qui traduit en simultané pour plus de 160 langues. Donc on va pouvoir parler coréen. C'est génial, là, vous parlez en français, Cook, ça vous le traduit tout de suite en coréen ou en japonais, quoi. Donc tout le monde va être accueilli dans les gares. Il y aura plein de moments. Je dis d'ailleurs aux volontaires, aux cheminots en général, profitez du moment, profitez de la fête, quoi. C'est une machine à se faire des souvenirs et vous direz à vos petits-enfants, j'y étais, quoi. Les JO Paris en 2024, j'y étais, j'ai participé et modestement, ben moi, ma petite personne, j'ai contribué à ce que ce soit une réussite pour la France, quoi. Voilà, moi, et bien sûr, on supporte les athlètes, on est un peu chauvin quand même aussi, on veut que les athlètes français réussissent, nous ramènent plein de médailles, je pense qu'ils peuvent le faire. J'ai cru comprendre que aussi c'était super préparé en valide et en handisport. Et je suis sûr qu'on va ramener un paquet de médailles et que nos cheminots athlètes, eux aussi, vont contribuer à ramener des médailles. J'appelle ça la question RSE. Est-ce qu'il y a une association qui te tient à cœur et dont tu voudrais peut-être, l'espace de quelques minutes, nous parler? Oui, je veux parler des assos, mais c'est de plusieurs. Enfin, je vais parler de notre fondation. On a une fondation, la SNCF, qui est dotée de 5 millions d'euros par an. Hein, c'est pas mal, c'est une des associations les mieux dotées de France. Et elle est indépendante, c'est-à-dire que moi je ne lui dis pas ce qu'elle doit faire, elle se débrouille. Et on l'a donné quand même, si le seul élément qu'on a cadré avec eux, c'est l'objet, c'est la jeunesse. Je pense qu'il faut aider la jeunesse. C'est important, la jeunesse c'est l'avenir. Hein, voilà, donc aider la jeunesse et autour de projets de mobilité durable. Voilà, donc c'est notre métier, la mobilité durable. Donc, et troisième idée, c'est les territoires. Justement, il n'y a pas que des grosses assos, il y a des petites assos. Et les petites assos, pour elles, 3 000 euros, 5 000 euros, c'est énorme, quoi. Cette capacité à ruisseler, à percoler dans les clubs, les assos en local, dans les territoires, c'est très très important. Voilà. La France, c'est pas que Paris, c'est pas que des grandes assos qui capteraient tout l'argent. Il faut aussi penser à ces petites assos, souvent tenues par des bénévoles. Elles font bien fou en matière de liens. On sait que le sport, d'ailleurs, en fait partie. S'il y a une assos que je devais citer, c'est une assos lyonnaise qui fait la réinsertion par le sport dans les quartiers compliqués. Comme dans toutes les grandes villes, il y a les quartiers compliqués autour de Lyon ou dans Lyon. Le sport est une manière formidable de reprendre des jeunes qui sont en échec scolaire, les ramener à l'effort, les ramener à la discipline et leur trouver du boulot derrière. Et la Fondation SNCF accompagne ce type d'association qui redonne de la dignité aux gens. Voilà, je pense que c'est important de se dire on est là pour rendre aussi ce que la société nous donne. La société, elle fait de nous, la SNCF, une entreprise performante, une entreprise qui gagne un peu d'argent, tant mieux. Il faut aussi qu'on sache en consacrer au sens de l'intérêt général, du bénéfice de tous. Voilà, je pense que c'est très très important et merci de la question parce que c'est le rôle d'une grande entreprise comme la nôtre, mais d'une petite aussi, mais la nôtre en tout cas, de rendre la société, rendre aux Français ceux qui en ont besoin pour les aider à s'en sortir dans la vie. Un patron fan de sport que tu pourrais me recommander? Ouais, il y en a un que je crois que tu connais, c'est Patrick Chapuis hein, de Canon France, avec qui on s'est découvert à la Coupe du Monde de rugby. C'est un type extraordinaire, franchement, et qui a eu la gentillesse de m'associer d'ailleurs à Gueule de Rugby. Et dans le 4e tome, je crois qu'on finit quasiment tous les deux, comme une paire de centre ou une paire de deuxième ligne. On est tous les deux là, au milieu des sportifs, on est tout contents. Voilà, donc c'est super. Je pense que Patrick Pouyanné, aussi le patron de Total, adore le sport, hein, avec Pau, le Béarn et le rugby. Enfin, voilà, c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup ces sports collectifs. Il y a pas mal de patrons qui aiment le sport au fond, parce que on en a parlé, hein, ça marche très bien ensemble. Voilà, et il y a Thomas Burberl aussi, qui est le patron d'AXA, qui fait l'équitation à très haut niveau,
qui continue à avoir une pratique sportive. Alors lui aussi, il est exemplaire, hein, et je sais que pour lui, c'est très très important pour son équilibre personnel. Voilà, je pense que la plupart des patrons ont compris que sport et entreprise, ça marchait très bien ensemble. Bon, en 2024, a priori, ton mandat devrait s'achever. Peut-être que les changements politiques pourraient modifier les choses, on ne sait pas. Est-ce que ça peut remettre en cause la décision ? On verra, moi je m'en suis pas caché, d'abord c'est la décision, elle ne m'appartient pas, s'il faut arrêter après les Jeux, j'arrêterai, si je peux faire quelques mois de plus, pourquoi pas. Voilà, moi dans ma tête c'est pas fini, ça sera jamais fini, hein. Puis je crois que je resterai cheminot toute ma vie, c'est mon entreprise, j'ai démarré il y a plus de 40 ans, 44 ans, hein, je boucle ma 44e année, j'ai fait beaucoup de choses dans ce groupe, voilà, il y a une forme d'incarnation et de très forte, quoi, de relation très forte. J'aime cette entreprise, j'aime le secteur, j'aime les hommes et les femmes qui la composent. Voilà, donc c'est une relation très, très puissante qui m'unit aux gens de l'entreprise et à l'entreprise, et ça sera pour toute ma vie. Le récent capitaine du Real Madrid, qui a soulevé la Ligue des Champions, il a fait toute sa carrière à Madrid et puis il part quand même en Arabie Saoudite. Tu pourrais pas partir dans une entreprise autre que la SNCF pour peut-être avoir un meilleur salaire? Non, je pense que quand j'arrêterai la SNCF, je ne serai plus patron. C'est quand même amusant un peu. On a parlé de qualité de la vie. J'arriverai à un âge où il faut aussi penser à bien réussir la grande dernière ligne droite qu'on a devant soi. Bon, s'il faut faire un peu de consultant en ferroviaire, pourquoi pas, parce que je pense que je connais bien ce métier, mais non, mon dernier poste de président, ça sera la SNCF. Diriger une instance sportive? Pourquoi pas? Ça, c'est une forme de bénévolat, pourquoi pas? Oui, bien sûr, ça sera possible. Je ne resterai pas dans mon fauteuil, ça c'est sûr que je ferai des choses quand j'arrêterai la SNCF, je commence à avoir quelques touches à droite à gauche, mais si je peux être utile, et pourquoi pas dans le sport, qui est important pour moi, ça sera bien volontiers que je le ferai. Dernière petite question, petit questionnaire, le livre de chevet qui t'accompagne? Alors le livre que je relis toujours avec plaisir, et il n'y en a pas beaucoup, c'est Le Guépard. Le Guépard, je crois qu'il s'appelle Giuseppe di Lampedusa, c'est la maxime du Guépard, c'est tout changer pour que rien ne change. Et il faut méditer cette phrase, quand je vois l'agitation dans laquelle on est qu'il n'y a pas un peu de ça? Est-ce que vraiment les gens ne s'agitent pas beaucoup pour qu'au fond rien ne change? Voilà, à méditer. Et ça se passe en Sicile, il fait très chaud, c'est bien écrit, et c'est cette réflexion sur une société qui craque, qui doit évoluer mais qui résiste. Et je pense qu'il ne faut pas résister. Quand le monde bouge, il faut bouger avec, il faut être devant ceux qui bougent et pas derrière à résister. C'est la citation que tu connais par cœur, mais il y en a peut-être une autre. Oui, j'aime bien une citation de Woody Allen, qui est un peu cynique, mais il ne faut pas être bisounours non plus. C'est en gros, les méchants savent des choses que les gentils ignorent. Voilà, donc il faut que les gentils en fait fassent l'effort de comprendre les méchants et pas être naïfs par rapport aux méchants, parce qu'à la fin, c'est les gentils qui doivent gagner. Voilà. Je pense que la littérature est aussi une manière d'abord de s'évader. Il faut lire, hein, il faut faire attention, il ne faut pas que des images. La littérature, c'est les images, vous les faites vous-même dans vos têtes. Voilà, c'est important, c'est une source de réflexion, de connaissances. Et voilà, donc je lis quasiment un livre toutes les 2 semaines. Je suis un gros lecteur et les vacances arrivent bientôt et là je vais dévorer plusieurs bouquins. Voilà, je recommande aussi le sport et la lecture. Et la musique. Et la musique, ouais, je suis aussi occupé de musique classique à une époque. J'étais président de l'Orchestre National d'Île-de-France. La musique, c'est l'âme. C'est quelque chose, c'est une autre nature, ça élève l'âme. Et l'humain, il a une âme. Et la musique, elle parle à l'âme. Voilà, donc avec votre âme, écoutez la musique pour développer aussi votre âme, votre corps, votre âme, votre intelligence, le sport, la musique, la lecture. Voilà. Peut-être qu'il y aura de la musique dans les trains un jour, sait-on jamais. Mais ça dérange les autres, donc c'est ça. Il y en a déjà dans les iPods à titre individuel. Ouais. De manière collective, c'est un peu embêtant. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Les goûts sont pluriels. Merci Jean-Pierre Jean-Pierre Farandou, m'avoir accordé ce temps. Je sais que ton temps est précieux, qu'il est rare. Et c'était un vrai plaisir en tout cas d'avoir partagé ce temps avec toi et d'avoir à la fois pu comprendre ta passion pour le sport et comprendre aussi la place qu'a le sport dans ton parcours. Voilà, bons Jeux Olympiques et c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup à toi, c'était un très bon moment, un très bon échange. One, two, trio.